Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre classe de maître portant sur la diversification des marchés. Je suis Gladys Caron, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour discuter de ce sujet qui préoccupe plusieurs entreprises. En effet, les menaces de tarifs qui planent sur l'acier, l'aluminium et qui pourraient s'étendre à toutes les exportations vers les États-Unis créent une grande incertitude, en particulier chez les entreprises qui tirent une part importante de leurs revenus du marché américain. S'ils se concrétisent, ces tarifs pourraient engendrer des impacts qui seront bien réels pour les entreprises. Augmentation des coûts de production, perte de compétitivité, diminution des parts de marché, sans parler de l'incertitude qui pourrait mener certaines entreprises à freiner leurs projets d'investissement. Pour plusieurs compagnies, cela pourrait aussi impliquer de revoir de façon importante leur stratégie. Alors, comment faire face à cette nouvelle réalité? Quelles sont les solutions concrètes pour atténuer les risques, sécuriser ces exportations? Quel marché offre de réelles opportunités de croissance pour les entreprises québécoises? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait des opportunités à moyen et long terme pour plusieurs entreprises. Et c'est pourquoi nous sommes très heureux que vous soyez présents en si grand nombre ce matin pour en parler avec vous. Notre objectif ce matin est clair, vous donner les outils, les connaissances nécessaires pour naviguer dans cette période d'incertitude et renforcer votre présence sur les marchés internationaux. Pour ce faire, je serai bien accompagnée ce matin, tout d'abord avec Marie-Ève Jean, vice-présidente exportation chez Investissement Québec. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Gladys. Très heureuse que tu sois avec nous ce matin, étant donné que les exportations, diversification des marchés, toi et ton équipe, c'est votre quotidien, vous y travaillez à tous les jours. Alors, vous êtes vraiment très connaissant en la matière. Et c'est le sujet de l'heure. Voilà, c'est effectivement le sujet de l'heure. Donc, ta présentation sera en deux temps. Dans une première partie, tu vas expliquer comment les entreprises peuvent envisager la diversification, notamment en misant sur des marchés que sont le Canada, l'Europe et l'Asie. Et dans un deuxième temps, certainement aussi intéressant, comment ton équipe peut aider les entreprises à ouvrir ces marchés et aller chercher le bénéfice qu'elles peuvent en profiter. Voilà, dit simplement. Très bien. Nous avons aussi par la suite la chance de recevoir Richard Voyer, qui est vice-président exécutif et chef de la direction Amérique du Nord de Soprema, une entreprise qui a su relever le défi de la diversification et il pourra nous en parler avec force détail, ce qui sera certainement fort intéressant. Et nous aurons par la suite une période de questions avec Richard et Marie-Ève. Vous pourrez alors poser vos questions directement à nos deux experts. Vous pouvez déjà, d'ailleurs, tout au long de la présentation, inscrire vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête dans l'espace prévu à cet effet ou à la droite de votre écran. Alors, sans plus tarder, Marie-Ève, à toi la parole. Parfait. Alors, à nouveau, bonjour tout le monde. Bien contente d'être avec vous ce matin pour parler des exportations. Donc, je commence avec un portrait global des exportations. On le sait, c'est une part importante de l'économie du Québec. En fait, c'est presque 50 du PIB, plus précisément 47 du PIB du Québec est lié aux exportations. On parle de 1 million d'emplois. Donc, quand même, une forte part, la santé économique du Québec est beaucoup liée aux exportations. On le voit dans les dernières années, ça a été en croissance, particulièrement après la pandémie. On peut dire qu'on a rattrapé, même dépassé le niveau des échanges commerciaux qu'on avait sur les différents marchés. Ici, peut-être un clin d'œil à nos principaux partenaires, donc nos principaux marchés d'exportation. Donc, vous voyez d'un côté, évidemment, les États-Unis, on en parle beaucoup, c'est effectivement notre premier partenaire économique à l'international, suivi de la Chine, toujours le deuxième marché d'exportation du Québec, puis ensuite la France, le Mexique, le Royaume-Uni. De l'autre côté, vous voyez, c'est une chose peut-être un peu moins connue. Dans les faits, on exporte pour aussi 100 milliards sur les autres provinces canadiennes. Donc, les exportations du Québec à l'intérieur du Canada sont assez importantes. Et vous voyez, notre premier partenaire économique est donc l'Ontario, avec plus de 50 milliards. Donc, c'est un fait peu connu qu'on exporte en fait plus en Saskatchewan qu'en France. Donc, on a toujours tendance à penser, évidemment, international quand on parle d'exportation. Mais dans les faits, le commerce interprovincial est extrêmement important aussi. Donc, on le voit, premier partenaire international, les États-Unis. Premier partenaire commercial au Canada, c'est l'Ontario. J'aimerais vous parler ce matin, comme Gladys le dit, de 3 zones, donc 3 marchés importants pour les entreprises du Québec. Un des premiers marchés à aborder ce matin, c'est le Canada, compte tenu de l'importance. Donc, vous le voyez, je l'ai mentionné il y a quelques instants, les exportations du Québec vers les autres provinces sont de l'ordre de 104 milliards. Donc, c'est quand même une proportion importante. C'est en fait 38 des exportations totales du Québec.
On a plus de 500 entreprises québécoises qui sont implantées, donc ils ont des bureaux, des usines ou des entrepôts à l'extérieur du Québec, c'est-à-dire dans les autres provinces canadiennes. Les principaux produits qu'on exporte vers les autres provinces sont les avions, les hélicoptères, l'aluminium. Donc ça, c'est les principaux produits et aussi on tombe dans les différents minéraux. On a aussi un accord de libre-échange à l'intérieur des provinces canadiennes, donc l'ALEC, qui vient justement donner cet accès simplifié aux 40 millions de consommateurs, donc au marché canadien. Évidemment, c'est connu, peut-être même plusieurs d'entre vous, les entreprises l'ont vécu, il y a quand même certaines barrières commerciales entre les différentes provinces. Mais dans le contexte actuel, justement, avec notre voisin américain, notre relation commerciale se complexifie ces dernières semaines, c'est un engagement qui a été pris par les différents ministres de l'économie des provinces de travailler justement à réduire les barrières commerciales. Donc, il y a plusieurs rencontres qui se sont faites pour justement, il y a vraiment un engagement politique à ce moment-ci pour réduire les barrières commerciales. C'est quand même un marché, comme tous les marchés, qui a ses défis. Donc, on a parlé des barrières commerciales. C'est évidemment aussi un grand territoire. On le sait, le Canada, c'est très grand, avec une population quand même faible. Donc, ça entraîne quand même pour les entreprises des coûts de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Là, donc, de Calgary à Moncton, quand même, c'est un grand territoire pour une population qui n'est pas immense non plus. Il y a aussi plusieurs projets qu'on regarde qui dépendent des investissements fédéraux. Donc, c'est des grands projets d'infrastructure qu'on travaille, mais qui dépendent évidemment des différents budgets qui sont donnés par les paliers de gouvernement. Donc, vous le voyez ici, sur les marchés canadiens, les principaux secteurs pour nous qu'on travaille, où on voit beaucoup d'opportunités pour les entreprises du Québec, c'est tout le secteur de l'aéronautique, la défense aussi et la sécurité, des secteurs très importants, on le sait. Le Canada a pris de l'engagement de rehausser ses dépenses en matière de défense. Donc, ça donne quand même beaucoup d'opportunités pour les entreprises dans l'aéronautique, dans les technologies de l'information et toutes les technologies autour. Secteur du transport, donc on parle ici de transport terrestre, tout le secteur automobile, les autobus, donc tout le secteur du transport. Construction, infrastructure, beaucoup de projets d'infrastructure, on y arrive dans un instant. Mines métallurgie, notamment par exemple toutes les entreprises qui font de l'équipement ou de la technologie pour l'exploitation des mines et de la forêt, et le secteur aussi de l'énergie et environnement. Donc, vous le voyez, on suit plusieurs projets d'envergure, c'est ce que je disais. Donc, à la fois, beaucoup des projets où il y a des opportunités pour les entreprises du Québec sont des projets où il y a des investissements majeurs. On regarde beaucoup les grands projets ou pour y insérer les entreprises québécoises. Donc, un ou deux exemples. En Ontario, il y a un grand projet d'infrastructure, donc Ontario Line, qui est une nouvelle ligne de métro, qui est un projet de près de 40 milliards, où on travaille, en fait, on a fait une rencontre avec des fournisseurs québécois et les décideurs de ce projet-là pour voir quelles entreprises auraient une chance de se qualifier dans ces appels d'offres-là. On a travaillé aussi, on a accueilli récemment, il y a environ 2 semaines, les acheteurs de Honda qui construisent une grande usine de véhicules électriques en Ontario. On avait plus de 85 entreprises québécoises qui ont pu rencontrer les acheteurs de Honda. Et ça continue. Donc, du côté du Canada, beaucoup d'opportunités et on travaille aussi sur les projets majeurs. Et c'est aussi pour moi une avenue très intéressante pour les entreprises manufacturières du Québec, puisqu'on est évidemment dans ce qu'on pourrait dire peut-être une éventuelle guerre commerciale avec les États-Unis. Je pense que pour beaucoup d'entreprises manufacturières québécoises, c'est vraiment des marchés, des débouchés à explorer. On traverse l'océan et on se retrouve en Europe pour voir les opportunités du côté de l'Europe. Donc, évidemment, le marché de l'Europe, un autre marché très important pour le Québec. On parle de 10 milliards d'exportations en croissance depuis les dernières années. Donc, on voit 15 % de croissance. Les principaux secteurs qui sont exportés sont aussi dans le secteur de l'aéronautique, de la défense et puis et le secteur des technologies aussi qu'on retrouve beaucoup. Du côté de l'Europe, on en a parlé, pas assez, au Québec, et c'est l'accord de commerce global et commercial avec l'Europe, donc l'AECG. Donc, évidemment, ça, c'est très important. Le Canada a signé l'accord, ça fait plusieurs années. Malheureusement, les entreprises québécoises et les entreprises canadiennes n'ont pas su en tirer profit à son plein potentiel. Donc, on l'a vu il y a un instant, les exportations du Québec vers l'Europe ont connu une croissance de 15 %. À l'inverse, depuis la signature de l'accord économique, les entreprises européennes ont connu une croissance de 50 % de leurs exportations vers le Québec. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment place à équilibrer les choses et à prendre des parts de marché additionnelles du côté de l'Europe.
Il y a toujours des défis, comme dans tous les marchés. Donc, évidemment, c'est un grand marché intégré, c'est une grande économie, mais c'est quand même 27 marchés différents. Donc, les 27 pays de l'Union européenne ont tous, évidemment, une culture d'affaires, plusieurs langues. Donc, bien que cette intégration économique-là, la monnaie commune, quand on développe des affaires pour trouver des parts de marché, il faut vraiment s'investir marché par marché parce que chaque territoire a vraiment ses façons de faire, ses réseaux d'affaires. Donc, il faut s'investir à différents endroits en Europe. L'Europe connaît quand même une croissance économique assez lente, assez, on ne va pas dire faible, mais disons c'est une croissance économique complexe, notamment à cause de la question de la crise énergétique qui a été vécue en Europe, donc différents enjeux. Les enjeux politiques aussi, vous suivez certainement un peu, donc les gouvernements ont de la misère à se stabiliser, que ce soit du côté de la France, de l'Allemagne, donc il y a quand même un contexte qui fait un environnement d'affaires peut-être un peu difficile. Et en Europe, c'est aussi la question des normes. Donc, bien qu'on a l'accord de commerce Canada-Union européenne, les entreprises québécoises qui veulent vendre leurs produits sur le marché européen doivent se soumettre à plusieurs normes. Et donc, ça, c'est quand même, ça demande un effort de la part des entreprises québécoises. Voici les secteurs où on voit beaucoup d'opportunités pour les entreprises québécoises. Donc, le secteur de l'aéronautique, évidemment, il y a des grands joueurs du côté de l'Europe. On pense à Airbus, notamment, évidemment, qui est du côté de la France et de l'Allemagne. Aussi, transition énergétique. Donc, on a parlé tout à l'heure du défi de l'énergie en Europe. Mais donc, pour nous, le Québec, ça nous amène des opportunités. Donc, pour soutenir justement l'Europe à faire sa transition énergétique. Le secteur du bioalimentaire aussi représente des opportunités intéressantes. Technologie de l'information, infrastructure. Donc, vous voyez, il y en a quand même pour plusieurs secteurs. Du côté de l'Europe, on regarde plusieurs aussi projets d'envergure, plusieurs opportunités pour les entreprises québécoises. Vous les voyez ici, que ce soit dans le secteur des centres de données, de l'aéronautique, les projets d'aluminerie qui se font en sciences de la vie. Donc, il y a plusieurs projets intéressants dans une foule de secteurs. Maintenant, l'Asie. Donc, on se porte beaucoup plus loin du côté de l'Asie pour voir les opportunités. Donc, vous voyez, c'est un marché encore très important. On parle de 12,7 milliards d'exportations vers l'Asie. On l'a vu tout à l'heure, c'est la Chine qui est encore aujourd'hui le deuxième marché d'exportation du Québec. Donc, c'est un partenaire très important, mais il y a beaucoup d'autres. En fait, l'Asie est aussi une foule de marchés assez différents un de l'autre. Donc, la Chine, qui a sa dynamique particulière à, par exemple, l'Asie du Sud-Est, où on retrouve plusieurs pays, certains pays qui ont des besoins plus en termes d'infrastructure. De l'autre côté, on a le Japon, la Corée du Sud. Donc, j'étais au Japon il y a 10 jours environ. Évidemment, c'est des économies très développées qui sont à la recherche de technologies et de partenaires de d'autres natures. Donc, on parle d'environ près de 200 entreprises québécoises quand même qui sont implantées en Asie. Peut-être moins connu, mais on a aussi, en fait, plusieurs accords de commerce du côté de l'Asie. Le plus connu étant le partenariat transpacifique, qui notamment nous fait un accord de commerce avec le Japon, entre autres, mais avec plusieurs autres pays du Pacifique. Et vous voyez, on a un accord aussi bilatéral avec la Corée du Sud et un accord aussi avec l'Indonésie. Donc, on a quand même plusieurs accords de commerce dans la région. Puis pour moi, l'Asie, évidemment, c'est plus loin, c'est plus complexe, mais c'est aussi aujourd'hui 50 de la population vit en Asie. Donc, pour beaucoup d'entreprises, notamment dans le secteur, toutes les entreprises qui ont des produits qui s'adressent aux consommateurs, c'est un marché qu'on doit vraiment surveiller pour faire des démarches si on veut rester dans la course. Mais, encore une fois, chaque marché a ses défis. C'est un marché qui est loin, donc qui demande quand même beaucoup d'investissement de la part des entreprises québécoises. Généralement, un retour sur investissement plus long. Donc, on le sait, on parlait du Canada. Je pense qu'on peut parler après 6 mois d'efforts. Vous pourrez certainement peut-être voir les retombées de ça. Du côté de l'Europe, on est peut-être plus sur un 12 mois, voire peut-être 18 mois, alors qu'en Asie, on est plus sur un 24 mois qui peut parfois s'étirer en fonction. Donc, d'un point de vue culturel, d'un point de vue de faire des affaires, du côté de l'Asie, il faut s'attendre à des démarches plus longues avant de voir vraiment les retombées. Les différents secteurs qu'on couvre, à nouveau, donc l'aérospatiale, l'énergie, l'environnement, les industries créatives. Donc, on parle ici de toutes les technologies qui viennent amener de l'art et l'animation, les expériences immersives dans les différents environnements, que ce soit les nouvelles constructions, les aéroports, etc. Donc, même chose, on regarde plusieurs projets, plusieurs opportunités pour les entreprises québécoises. Vous voyez,
Quand je disais qu'une personne sur deux habite en Asie maintenant, évidemment, ça amène des besoins d'infrastructures extrêmement importants. 200 aéroports prévus en Inde seulement d'ici 2050, des projets de construction, des projets d'infrastructure et évidemment aussi, ils ont des défis en termes d'énergie du côté de la Corée du Sud et du Japon. Et pour moi, l'Asie, c'est aussi un marché de choix pour les entreprises québécoises technologiques. Donc, beaucoup au Japon, Corée du Sud, ils sont à la recherche de technologies parce que c'est des économies très avancées, développées. Donc, pour les entreprises québécoises qui arrivent avec une nouvelle technologie, c'est très intéressant pour eux de voir comment ils peuvent intégrer ça dans leurs entreprises. Et donc, vous voyez, ce n'est pas les opportunités qui manquent. On a couvert 3 régions. On aurait pu aussi parler, évidemment, de l'Amérique latine, du Mexique. On travaille beaucoup avec le Mexique aussi, qui est évidemment aussi sous le risque d'avoir des mesures de représailles du gouvernement américain. Donc, on regarde ce qui se fait du côté du Mexique aussi pour voir comment, dans ce contexte-là, on peut augmenter nos parts du marché du côté du Mexique. On aurait pu parler du Moyen-Orient, qui est en plein boom économique aussi du côté du Moyen-Orient. Donc, on aurait pu continuer sur plein de marchés. Et puis, bien, pour ça, on va vous inviter à nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous parler des meilleures opportunités. Et puis, dans le contexte, en fait, je prendrai les dernières minutes pour vous parler de Panorama. Donc, la semaine dernière, on a lancé Panorama, qui se veut un programme pour venir justement soutenir les entreprises qui veulent faire cet effort de diversification à l'extérieur des États-Unis. Donc, l'idée ici, c'est vraiment d'offrir un financement flexible qui permet de vous aider dans vos démarches de développement des affaires avec des prêts, mais qui viennent aussi avec un moratoire de remboursement capital qui vont jusqu'à 24 mois. Donc, je le disais tout à l'heure, certains marchés, vous allez voir les retombées de votre travail pas immédiatement, ça prend quelques temps. Donc, l'idée ici, pour Investissement Québec, c'est de vous accompagner dans ces démarches-là et de vous donner cette flexibilité de paiement. Donc, 250 à 1 million, fonds de roulement. Donc, c'est vraiment pour des dépenses de développement des affaires, par exemple, ouverture d'un bureau à l'étranger, embauche de représentants, activités de promotion, marketing. Et tout ça vient avec l'accompagnement. Donc, je pense que c'est la grande force. On vous donne à la fois les moyens financiers et les outils, l'accompagnement pour vous aider à percer sur ces marchés-là. Donc, avec l'équipe chez Investissement Québec International, combinée, donc nous, on travaille main dans la main avec le réseau des représentations du Québec à l'étranger. On est vraiment en mesure d'offrir aux entreprises québécoises des conseils très pointus sur la sélection des bons marchés, l'intelligence d'affaires sur le terrain. On a des bases de données et, comme vous voyez, on repère des occasions d'affaires précises. On parle à des grands donneurs d'ordre pour comprendre c'est quoi leurs besoins, quelles entreprises ils ont besoin pour entrer dans leur chaîne d'approvisionnement. On parle avec des grands décideurs pour les grands projets d'infrastructure pour, encore une fois, voir comment on peut insérer nos entreprises dans ces projets-là. Donc, Panorama, c'est un combo des deux. C'est à la fois le financement pour vous permettre de réaliser les démarches et c'est l'accompagnement pour assurer le succès de vos démarches. Évidemment, l'international nécessite parfois des besoins supérieurs à 1 million. Donc, sur le côté fonds de roulement, donc on parlait tout à l'heure entre 250 000 et 1 million en fonds de roulement avec des prêts avec moratoire. Pour tous les projets qui seraient supérieurs à 1 million, on a aussi prévu aussi de regarder ces projets-là, évidemment, parce que l'on parle de projets structurants avec probablement aussi des immobilisations. Donc, pour les projets, on pourrait les regarder avec une combinaison de solutions de financement qui existent déjà chez Investissement Québec, notamment Grand V. Et ce qu'on a annoncé aussi, c'est un partenariat avec EDC, donc Exportation et Développement Canada, pour justement regarder certains projets d'envergure sur les marchés internationaux pour financer conjointement certains projets importants sur les différents marchés. J'ai parlé de Grand V, donc quand on disait pour tous les projets, pour nous, en fait, le contexte actuel amène 2 choses. La menace, si je peux le dire comme ça, des tarifs du côté des États-Unis amène à nous dire qu'il y a 2 éléments extrêmement importants que les entreprises doivent s'attaquer, si je peux dire. C'est la diversification des marchés, ce que je viens de vous entretenir, et c'est aussi la productivité. Parce qu'évidemment, pour aller sur des marchés, puis des marchés, disons, de plus en plus éloignés, on doit être productif, on doit être automatisé. C'est comme ça qu'on va pouvoir gagner sur les marchés étrangers. Et donc, un rappel, on a lancé cet automne notre initiative Grand V. Grand V, c'est quoi? C'est aussi une combinaison entre du financement flexible et de l'accompagnement technologique. Donc, vous voyez, c'est aussi du prêt, cette fois-ci avec un moratoire qui peut aller jusqu'à 48 mois, combiné à une banque d'heures d'accompagnement
en technologie par nos collègues d'Investissement Québec Innovation. Donc, c'est aussi ce combo financement et accompagnement pour permettre aux entreprises de prendre le virage de la productivité, prendre le virage de l'innovation. Et donc, voilà, Gladys, c'est le portrait grand. Je pense que probablement les gens en ligne ont plusieurs questions un peu plus précises. Puis avant, on voulait s'entretenir avec Richard, comme tu l'as mentionné, pour voir du côté de Soprema, est-ce que ça se concrétise comme ça? Est-ce qu'on a vraiment, quels sont les défis de faire affaire à l'international? Tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant ce matin, c'est qu'on ait à la fois ton expertise pour parler des marchés d'exportation où les entreprises peuvent se diversifier et en même temps avoir un cas concret avec Richard Voyer de Soprema que nous avons avec nous ce matin. Bonjour Richard. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci Très beaucoup d'être intéressant de avec nous parler. ce matin. On est vraiment très heureux de pouvoir avoir la chance d'entendre votre histoire parce que vous avez une histoire à succès en matière d'exportation et de diversification. Et vous avez été aux premières loges de tout ce qui s'est fait chez Soprema dans les dernières années. Alors, j'enchaînerai, je commencerai avec une première question et Marie-Ève poursuivra l'échange par la suite avec vous. Une question quand même assez facile. Pouvez-vous nous parler brièvement de Soprema? Bien, premièrement, merci. On est spécialisé dans les matériaux de construction. Donc, on fait des membranes d'étanchéité, on fait beaucoup d'isolation thermique. Donc, on couvre vraiment le secteur de la construction comme tel du bâtiment, mais aussi beaucoup d'ouvrages de génie civil, ce qui nous a été très utile à l'international aussi, là. Donc, c'est vraiment les matériaux de construction. Excellent. Puis, Richard, peut-être curieuse de t'entendre. J'ai parlé de plusieurs marchés, plusieurs opportunités. Je sais que Soprema, vous êtes aussi sur plusieurs marchés. On a eu la chance, toi et moi, il y a déjà plusieurs années, de faire des travaux collaborés sur différents marchés. Donc, je suis curieuse de vous entendre chez Soprema. Comment vous réussissez justement à identifier des marchés, des nouveaux marchés à développer? Bien, c'est beaucoup de questions d'opportunités et d'analyse de ce qui se passe un petit peu. Nous autres, on a commencé la première fois à faire de l'international du Québec. D'une part, on est une filiale française et ce n'est pas nécessairement un naturel pour des filiales de faire de l'international. Donc, du Québec, on a quand même réussi à avoir multitude de mandats. C'est à force de pousser, de regarder, de vouloir un peu sortir du Canada. D'abord, on a toujours considéré le Canada et les États-Unis comme des marchés locaux. Dans ma tête, le Canada et les États-Unis, ça a toujours été un marché local. Bon, on voit que j'avais tout faux finalement. Donc, les États-Unis, c'est loin d'être un marché local. Mais pour moi, de faire de la business juste dans cet environnement-là, c'était pas assez. Donc, le premier marché qu'on a attaqué, c'était celui de la Chine et vous étiez aussi présent à ce niveau-là. Donc, on a commencé à faire des affaires en Chine, ça fait déjà 20 ans. Donc, en 2004 a été le premier bureau qu'on a ouvert en Chine. Et bon, ça a été, il y a de la construction partout. C'est un marché qui est effectivement, on le voit dans les données, qui est excessivement important aussi du Canada. Et c'est quand même assez facile pour nous ça a été quand même assez facile de s'implanter là-bas. Dans un premier temps, donc la part que vous offrez et que le gouvernement du Québec offre on parlait de connaissances techniques et des marchés a toujours été important pour nous, donc et ça l'est encore maintenant. Mais ça prend une bonne connaissance des marchés dans lesquels on s'en va. Ça prend une bonne connaissance des produits auxquels on a aussi une bonne connaissance de la compétition et une ouverture surtout d'arriver avec pas nécessairement de préjugés quand on attaque un marché. Parce que finalement, ce qu'on peut offrir comme produit peut être un peu différent de ce qu'on pensait au départ, là. Donc, ça prend quand même une très, très, très bonne connaissance des marchés dans lesquels on veut aller finalement, là. Ça, c'est important. Est-ce que ça fait partie aussi de la stratégie? Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais donc nous, pour être en mesure d'offrir justement cette information-là précise, cette intelligence de marché aux entreprises québécoises, on est présent avec, encore une fois, le réseau des représentations du Québec à l'étranger. On a des gens sur le terrain dans plus de 35 villes dans le monde, donc incluant le Canada, même si c'est peut-être pour toi, Richard, considéré un marché local. Bien, on a des gens, donc à la fois tant à Calgary, évidemment, on a plusieurs bureaux aux États-Unis, Amérique latine, Afrique, Asie, donc on a des gens sur le terrain. Est-ce que pour une entreprise, pour être capable d'avoir une présence aussi, ou du moins un succès sur le marché, est-ce que vous avez aussi cette dynamique-là d'embaucher des gens sur place, d'avoir une présence locale? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie? On ne pourrait pas fonctionner sans ça. Une fois qu'on décide d'investir, nous autres, on le fait
l'investissement dans un marché est d'une part, oui, il faut avoir et arriver avec un marché, avec des gens sur place. Ça, c'est la base du succès d'une organisation. C'est impossible de le faire simplement en espérant y aller, voyager, rencontrer quelques clients, revenir au pays et faire des affaires comme ça marche pas. Nous, on l'a vécu, puis c'est drôle, ça a été souvent la façon dont vraiment en France, on fait des affaires. Donc, un peu, je les baptisais comme des commis voyageurs. Donc, ils débarquent, ils vont s'installer ils vont faire quelques voyages, ils retournent, ils font des contrats avec un ou deux distributeurs, puis c'est difficile de bâtir quelque chose de sérieux dans ce temps-là. Nous autres, on mise sur toute l'expertise du Québec qu'on offre aux équipes locales. Et c'est ce on a toujours développé comme approche. On est bon techniquement, on est capable de bien produire, on est bon au niveau du marketing, on est capable de parler aux gens. Et on débarque aussi dans une approche qui est un peu différente. Le Québec a jamais été un peuple de colonisateurs. Et quand on arrive dans un marché, ça, je l'ai toujours senti, et même en Chine, on arrive et on est capable de s'adapter aux gens avec lesquels on travaille. Et c'est la même chose, par exemple, au Moyen-Orient, on fait beaucoup d'affaires aussi. On est capable de s'adapter. Mais la clé de notre succès a été vraiment de trouver les bonnes personnes pour aller sur place et de développer des équipes locales. Et ça prend quand même de la chance. Il y a souvent beaucoup de gens qui lèvent la main pour OK, je vais y aller, mais quand c'est le temps vraiment de déménager, de s'installer, là, la situation est souvent différente. Donc, c'est important de trouver les bonnes personnes qui vont être capables de nous transporter et d'amener l'entreprise ailleurs. Et ça, c'est vraiment important. Et c'était la clé du succès. Et je vais vous avouer qu'on a fait beaucoup d'erreurs sur la personne. Et ça prend souvent plusieurs années avant de vraiment trouver la bonne équipe qui va faire changer la donne. Ça a été pour nous crucial. Et on partait toujours à l'international avec l'idée, pour nous, la définition du succès, c'est d'être capable de s'implanter aussi dans un marché et ultimement, de construire une usine. Donc, une fois qu'on a réussi à faire de l'argent, donc dégager des bénéfices, d'avoir une équipe avec laquelle on a confiance, ben c'est là où on commence à penser à investir sur place. Parfois, les retombées sont étonnantes aussi. Si on parle juste de la Chine, ben, ça nous a permis, nous autres aussi, d'étendre tout ce qui est notre réseau de fournisseurs de matières premières. Donc, et en étant sur place, c'est beaucoup plus facile d'évaluer bien ces fournisseurs étrangers-là, qui finalement nous rendent aussi beaucoup plus compétitifs dans dans le marché canadien aussi, là. Donc, développer des relations d'affaires avec d'autres fournisseurs sur place, d'être capable d'exercer en même temps un contrôle de qualité qui a été, surtout dans les premières années, important en Chine. Donc, de développer tout ce qui est contrôle de qualité pour s'assurer qu'on obtient vraiment des matières premières de haut rendement là, quand ça arrive au pays. Donc, ça aussi, ça a été important. Mais actuellement, dans nos marchés principaux, donc la Chine, on a 2 usines de fabrication. On a développé depuis 2008 tout ce qui est le marché, vous parliez du Moyen-Orient, donc on a acheté une entreprise au Moyen-Orient, à Dubaï. On vient de racheter une autre grosse entreprise à Abu Dhabi. C'est-à-dire, Abu Dhabi était la première, Dubaï était la seconde l'année passée. Et c'est un marché qui est en développement énorme et les gens sont là pour faire des affaires. On a développé, puis c'est assez drôle, nous, on est reconnus pour faire des toitures et on fait carrément autre chose dans le Moyen-Orient où on fait tout ce qui est cuvelage. Il faut comprendre que les gens là-bas construisent sous le niveau de la mer. Donc, quand on fait un hôtel, ben, il est 10 étages sous le niveau de la mer. Et évidemment, quand tu creuses un trou, ben, l'eau arrive. Donc, c'est toute l'étanchéité des fondations qu'on fait là-bas et c'est une expertise qu'on a développée du Québec et qui nous permet donc, de s'implanter là-bas et d'avoir carrément 2 usines là, de fabrication de produits là-bas. Fait que toute la démarche est une démarche qui est vraiment sérieuse, qui est une démarche qui est aussi engagée envers les marchés locaux et qui demande quand même beaucoup de... On dit l'investissement, il faut être sérieux dans notre approche. C'est pas l'international, c'est pas quelque chose qui est nécessairement facile, mais ça fonctionne. Ça fonctionne autant que ça va fonctionner dans nos marchés locaux, là. Et les prochaines choses, c'est l'Asie du Sud-Est sur lesquelles on pousse beaucoup et on regarde pour aussi implanter des usines. Mais là, on est en exploration avec vous et on regarde vraiment maintenant pour le Mexique aussi, donc de passer par-dessus les États-Unis, où on a quand même plusieurs usines, mais de redévelopper aussi le marché du Mexique, c'est des choses qu'on est en train de faire avec vous. On est en train, Marie-Ève, donc d'identifier des terrains, identifier des opportunités, puis on va finaliser dans les deux prochaines semaines l'achat d'un bon site de fabrication là-bas.
Excellent. Donc, j'ai retenu, Richard, les clés, s'investir. Hein? C'est pas on débarque, on repart, puis on attend les contrats. Donc, s'investir, ça prend les nouvelles technologies, ça ajoute des cordes à votre arc, de dire, ben moi, j'ai une technologie pour l'étanchéité, par exemple, si on doit creuser sous le niveau de la mer pour les fondations. Donc, nouvelles technologies, présence locale, tu en as bien parlé. Curieuse de t'entendre sur les défis. Donc, évidemment, tu as mentionné choisir les bonnes personnes. Donc, c'est quoi, peut-être comment pour les gens qui nous écoutent, les principaux défis rencontrés pour percer sur les différents marchés, là, que ce soit justement aux États-Unis, Mexique, donc sur les différents territoires, là, si on pouvait résumer les défis que vous avez rencontrés. Bien, le côté humain, Marie-Ève, est excessivement important. Parce qu'à un moment donné, on se retrouve loin, on se retrouve isolé, et puis on peut pas être, si on décide d'aller à l'international, on peut malheureusement pas être là tout le temps. Donc, ça nous prend vraiment des gens de confiance sur place et qui comprennent aussi, on est là pour vendre, on est là pour faire des affaires et on est là ultimement pour faire des profits aussi. Ce que je me rends compte aussi que c'est souvent facile pour les gens de se perdre s'ils ne comprennent pas un peu les enjeux. Donc, c'est facile aussi de tourner en rond, de se croire, de penser qu'on est bon, de penser qu'on est gros et d'oublier l'essentiel, c'est-à-dire qu'il faut se lever le matin, on travaille et on se couche le soir et on recommence le lendemain matin, là. Et d'avoir cette rigueur-là, puis d'éviter la complaisance. On a développé dans les 30 dernières années quand même une entreprise canadienne qui est rentable, qui est profitable. Mais il faut éviter d'être complaisant dans nos marchés. Je trouve que la culture qu'on a au Québec d'entrepreneurs, parce que c'est ça qu'on est, on ne l'exploite pas assez à l'international, mais c'est un avantage qui est immense et qu'on ne réalise pas souvent les qualités de femmes et d'hommes qu'on a pour faire de la business à l'international. D'une part, j'ai toujours senti des entrepreneurs québécois l'engagement. On est des gens qui sont sérieux, des gens qui veulent réussir et des gens qui sont aussi beaucoup à l'écoute des autres. Et ça, c'est tout à notre honneur comme peuple et ça se transporte excessivement bien à l'international. Quand on a commencé en Chine, je me souviens, on avait un Québécois quelques Québécois qui étaient là-bas. Et ce qu'il nous disait comme ça, il dit, ben, ça prenait des Québécois pour être capable de venir s'installer en Chine, construire et s'adapter et travailler en collaboration avec le peuple chinois. Ça m'avait beaucoup surpris, mais on arrive vraiment on n'arrive pas avec nos gros sabots, on n'arrive pas avec la grosse tête et à penser, on va vous montrer comment ça fonctionne. Et ça, cette humilité-là qu'on retrouve dans les entrepreneurs québécois, c'est une source importante de succès pour bien réussir à l'international. Et on le vit, même chose, quand on débarque au Moyen-Orient. Évidemment, il y a des chocs culturels qui sont importants. Il faut être capable de s'ouvrir à l'autre. Et ça, comme peuple, on l'a toujours bien fait. On le fait chez nous et on le fait aussi à l'extérieur. Donc, la notion d'humilité, la notion de travail est importante. La notion de définir comment on définit nous-mêmes le succès à l'international. Et comme entrepreneur, il faut le faire. Si on ne sait pas comment on veut se rendre, toujours bien, il faut savoir où on veut se rendre. Donc, c'est important dans notre tête de savoir et d'avoir un plan défini sur les 3, 4, 5 prochaines années. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux arriver à faire à l'international? Est-ce que c'est de prendre des produits locaux et de les vendre? Si c'est ça, tant mieux. Ça s'organise. Toute la structure doit s'organiser. Mais il faut avoir les idées assez claires à savoir qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise et comment je vais faire pour la faire croître. Et l'international représente des options qui sont essentielles et on le voit avec ce qui se passe actuellement avec les États-Unis. Donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Savoir où on veut aller, savoir comment on définit le succès et s'y rendre après ça. Et tout est là, toute la structure est en place au niveau des aides qu'on peut obtenir de nos collègues. L'expérience est là et puis ça fonctionne et c'est important de le faire. Souvent aussi, le premier projet qu'on a fait, c'était pas nécessairement le plus payant, mais ça a été en Chine autour du stade des Jeux olympiques en 2008, donc le stade de Beijing, où on a fait toute l'étanchéité autour du stade. Il y avait des stationnements et des habitations, des bureaux au sous-sol finalement.
Et le succès qu'on a eu à ça, comme je le dis, ça n'a pas été le plus payant. Par contre, les succès et les retombées locales d'un projet de la sorte, ça a été instantané, ça a été mondial, là. Donc, partout dans le monde où on a parlé de ce projet-là de Beijing. Je me souviens, on en a parlé beaucoup en France et mes collègues français recevaient beaucoup de félicitations d'avoir fait ce projet-là à Beijing. Et malheureusement pour eux, ils étaient obligés de dire, bon non, ça, c'est pas nous, ça a été fait du Québec finalement. Mais les retombées qu'on a des projets de notre succès international sur nos marchés locaux est aussi excessivement important. C'est assez drôle de réaliser comment les gens même sont fiers au Québec de voir des entreprises qui vont réussir à l'international et peu importe notre taille, et ça nous ramène beaucoup aussi pour les marchés locaux. Mais il y a des trapacons qu'il faut éviter. On ne peut pas débarquer comme des touristes dans un marché et penser que les gens vont s'adapter à nous. C'est vraiment l'inverse. On ne peut pas débarquer avec des mauvaises équipes. On ne peut pas non plus débarquer en pensant qu'il n'y aura pas d'investissement à faire. Et je pense que la plus grosse chose qui, pour moi, est critique, c'est de ne pas jamais manquer de vigilance envers son marché local. Donc, il ne faut pas que l'international, on mette toutes nos ressources de sorte qu'on vient affecter nos marchés locaux, là. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a besoin d'être profitable et on a besoin aussi d'avoir l'attention des bonnes personnes à la bonne place, là. Mais on peut se planter assez facilement, mais le potentiel de succès est vraiment important et ça vaut vraiment la peine. J'ai parlé tout à l'heure, Richard, de nos deux grands programmes. Donc, on a lancé la semaine dernière Panorama, qui vient justement accompagner les entreprises d'un point de vue financier pour réaliser ces démarches-là à l'international, des premières démarches, je vais le dire comme ça, ouverture d'un bureau, embauche de représentants à l'étranger, jusqu'à effectivement des immobilisations. Tu as parlé, vous avez des usines à différents endroits dans le monde. Donc, l'idée, c'est l'outil financier combiné à l'accompagnement des équipes qui est fait tant au Québec et à l'international. Donc, tu l'as mentionné aussi, on a travaillé ensemble et on travaille toujours ensemble sur plusieurs marchés. Donc, ça, c'est un des produits justement pour soutenir les entreprises qui nous écoutent. J'ai parlé aussi de Grand V, puis c'est peut-être ma dernière question pour toi avant qu'on ouvre la période de questions aux gens qui nous écoutent. Grand V, qui est notre solution pour la productivité, l'innovation. Est-ce que tu dirais que justement dans vos usines, le fait que vous soyez quand même assez automatisé, donc c'est des usines productives, je pense qu'on peut dire ça, est-ce que ça a joué un rôle aussi sur votre succès à l'international? Je dirais que oui, il faut être bon, là. Il faut être capable quand on implante une usine, il faut que ce soit efficace. Bon, on s'organise pour optimiser vraiment au niveau nombre d'employés par ligne. Ça, c'est super important. Bon, il y a des pays qui coûtent moins cher que d'autres, là. Donc, on ne met pas nécessairement tous les équipements automatisés dans tous les pays. C'est vraiment pas nécessaire. Je ne pense pas que je vais faire visiter. Bon, oui, je pourrais faire visiter nos usines à Dubaï et à Abu Dhabi, mais disons que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au Québec, là. Donc, ça nous permet quand même d'avoir le choix de se dire on automatise ou non, et dans certains cas, on ne le fait pas nécessairement. On ne le fait pas nécessairement. Moi, je trouve que le volet technique que vous offrez est super important. Bon, pour des petites entreprises où le volet financier l'est aussi, faut pas perdre de vue que j'ai parfois, par contre, trouvé que des gens allaient ou participaient à des missions avec vous et étaient mal préparés et ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre et s'attendaient à ce que vous leur offriez tout sur un plateau d'argent et ça fonctionne pas comme ça, là. On n'est pas des rois, on n'est pas des reines et il faut faire notre part de travail. Donc, moi, j'aime beaucoup l'aspect technique et vos gens sur place sont vraiment bons, vraiment engagés et ça fonctionne. Des fois, ils nous surprennent par les contacts qu'ils peuvent avoir et les conseils aussi de ne pas aller, dans certains cas, c'est de ne pas aller dans telle ou telle ville pour telle et telle raison, là. Ils nous ont mis aussi en contact avec des entreprises québécoises, entre autres au Mexique c'était avec Bombardier, avec lesquels on est allé visiter avec vous ces entreprises-là pour un peu savoir qu'est-ce qui est en dessous de la façade, donc, par exemple au niveau sécurité, au niveau toutes des choses qui sont quand même essentielles à savoir quand on débarque dans un pays, là. L'aspect financier peut être important. Je considère par contre que l'entreprise doit faire sa part là-dessus parce il faut comprendre que la part extraordinaire que vous offrez au niveau technique est tellement plus important que l'aspect financier. Il faut aussi des entreprises qui n'hésitent pas à investir dans ces marchés-là et puis qui s'engagent. C'est quand même un engagement. Il n'y a rien de gratuit dans ce qu'on fait, dans ce que vous faites puis dans ce qu'on fait au Québec, là. Mais l'aspect technique
est exceptionnel, je dois dire, exceptionnel. Merci beaucoup, Richard. Je vous propose qu'on passe à la période de Gladys. On a reçu plusieurs questions, je Oui. pense, des gens qui nous écoutent. Tout à fait. Quelques questions entrées en ligne. On en avait eu aussi lorsque les gens se sont inscrits. Déjà, quelques questions avaient été posées. J'en profite, petit intermède. Merci beaucoup, Richard, pour toute la générosité déjà apportée dans notre événement de ce matin. Vous restez avec nous pour la période de questions, fort heureusement. Et je retiens, en attendant que les gens puissent continuer d'écrire leurs questions dans le chat à droite de votre écran, capacité d'adaptation ou la volonté de s'adapter, qui est un des éléments vraiment importants pour pouvoir réussir à l'étranger. Et j'ai bien aimé votre analogie à la culture d'entrepreneuriat québécoise, la culture québécoise en général, qui est un atout sur lequel il faut miser. On a la caractéristique d'être humble, nous, Québécois, mais il faut être, oui, humble quand on est sur les marchés étrangers, mais ne pas oublier toute la valeur que ça peut avoir pour les partenaires avec qui on travaille sur ces marchés-là. Alors, on va passer donc officiellement à la période de questions. Je commencerai peut-être, et vos questions peuvent s'adresser en passant à nos participants, autant à Marie-Ève qu'à M. Voyer, évidemment. Je commencerai peut-être avec un petit pas de recul, Marie-Ève. Dans les dernières semaines, ton équipe, vous avez parlé à plusieurs dizaines d'entreprises pour comprendre le pouls, leurs enjeux. Comment tu nous résumerais ce que les entreprises vivent et voient comme enjeux et défis et ou peut-être même opportunités à court terme, moyen terme? Effectivement, dans le contexte dans lequel on se retrouve avec, disons, les menaces de tarifs de la part du gouvernement américain, du président Trump. Donc, on a parlé à plus de 200 entreprises québécoises de toute taille, de tout secteur confondu, pour comprendre justement c'était quoi l'impact des tarifs, puis surtout pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. C'était ça l'objectif, donc comprendre c'est quoi l'impact des tarifs, parce qu'il y a une grande différence entre un tarif à 10 versus à 25 Il y a une grande différence. Comprendre un peu c'est quoi les stratégies que les entreprises avaient déjà commencé à réfléchir ou peut-être même à opérationnaliser, je dois dire. On a parlé avec un certain nombre d'entreprises qui avaient déjà mis en place certaines stratégies et puis voir aussi, évidemment, comment on peut les soutenir là-dedans. Puis dans les stratégies, ce que j'ai entendu, en fait, l'impact diffère beaucoup d'un secteur à l'autre et diffère beaucoup d'un modèle d'affaires à l'autre. Donc, évidemment, il y a des secteurs qui sont intimement liés et que, donc, disons, une augmentation de coûts. Donc, je pense, par exemple, j'ai mentionné le secteur de la défense, dans une certaine mesure, le secteur de l'aéronautique aussi. C'est des chaînes de valeur tellement intégrées que, évidemment, les tarifs vont faire mal, mais on peut quand même s'attendre à ce que les contrats vont perdurer. Donc, il va y avoir des ajustements, mais c'est des industries qui sont vraiment intimement liées. Il y a d'autres secteurs qui sont plus à risque un peu parce que c'est des produits qui peuvent plus facilement être remplacés par des fournisseurs américains. Donc, c'est ce qu'on a vu. Et puis, au point de vue des stratégies, bien, je pense que pour le marché américain en soi, ça amène une réflexion des entrepreneurs sur, bon, bien maintenant, parce que j'ai parlé de diversification ce matin, mais on ne peut pas penser non plus se sevrer, je vais le dire comme ça, du marché américain du jour au lendemain. C'est 75 de nos exportations. Donc, c'est pas réaliste là, de penser qu'on va remplacer soudainement ces exportations-là par des exportations sur les autres marchés. Donc, nous, ce qu'on souhaite faire, parce que j'ai entendu plusieurs entreprises qui étaient déjà en train de faire, c'est quoi les stratégies. Peut-être que ça passe par des acquisitions. Peut-être pour certaines entreprises, ça va passer par une acquisition aux États-Unis. Peut-être que ça va passer par une forme différente avec des partenaires. Donc, il y a vraiment des stratégies qui sont en train de se mettre en place, puis ça nous fera plaisir d'en discuter avec les différentes entreprises qui nous écoutent s'ils veulent commencer aussi à réfléchir à ces différentes stratégies-là. J'enchaînerai avec une autre question. Comment on fait le choix des marchés vers lesquels on choisit d'investir? C'est quoi les stratégies? Puis la question, je pense, est bonne pour vous deux. Peut-être d'abord avec toi, Marie-Ève. Exact. Bien, nous quand on regarde avec les différentes entreprises avec lesquelles on travaille, à peu près 1400, 1500 entreprises par année, on regarde vraiment c'est quoi le produit, la spécificité du produit et sur quel marché, donc avec toute l'intelligence d'affaires, avec nos gens sur le terrain, on regarde quels seraient les meilleurs marchés pour ces produits-là. Parce que je l'ai mentionné brièvement un peu plus tôt aujourd'hui, il y a quand même les marchés présentent des caractéristiques très différentes. On est dans différents pays d'Europe. On va chercher surtout des produits, services à haute valeur ajoutée, plutôt des éléments sophistiqués, je vais le dire comme ça. Même chose si on est du côté de la Corée du Sud, du Japon. Inversement, pour des entreprises qui ont des produits, disons, plus par exemple, le secteur des infrastructures. Donc, là, on peut penser par exemple à l'Amérique latine, Moyen-Orient, certains pays d'Afrique, la construction. Richard, t'en as bien parlé. Donc, pour moi, c'est vraiment un combo. Quelle industrie, où est le meilleur besoin dans quel pays. Fait que c'est beaucoup comme ça qu'on le regarde avec les entreprises. Richard, je pense que c'est la même chose pour toi. Hein?
c'est aussi une Oui. combinaison par rapport à vos produits. Oui, puis il y a le cadre réglementaire aussi. Donc, il y a des marchés qui sont plus réglementés. Souvent, pour nous, quand on arrive avec des produits qui sont plus technologiques aussi, c'est plus facile que des marchés qui le sont moins. Donc, ça, on regarde ça aussi beaucoup. L'analyse de la compétition aussi qui est sur place et où sont les grands joueurs internationaux. Et c'est souvent des marchés aussi, nous, qui vont nous assurer quand les compétiteurs sont dans un marché précis, là. Donc, ben, ça prouve que déjà, on peut faire des affaires là, d'une façon un peu plus normale là, et moins cavalière, là. Donc, c'est complexe, mais bon, effectivement, donc, la compétition, le type de produit, un marché qui est adapté à chaque produit aussi. Et il y a des marchés qui sont plus faciles là, à commencer que d'autres aussi, là. Donc, Parlant de marché, un marché dont on a moins parlé ce matin, c'est l'Afrique. Quel potentiel vous voyez pour l'Afrique, qui est quand même un territoire en partie francophone, notamment? Oui, tout à fait. Donc, nous, on a des équipes du côté, effectivement, de l'Afrique francophone, pardon, Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc. Donc, on a des équipes dans 3 pays d'Afrique francophone où c'est encore une fois des pays assez différents, où le Maroc est une économie qui a des besoins peut-être justement de plus de technologie, bien qu'il y ait comme un boom de construction assez important là, du côté du Maroc. Mais c'est une économie où il y a, par exemple, on y retrouve même le secteur de l'aéronautique. C'est une économie assez sophistiquée. Du côté du Sénégal, Côte d'Ivoire, il y a évidemment toutes sortes de technologies, mais il y a aussi des besoins sur des éléments, par exemple, pour tout ce qui touche, par exemple, à la formation des gens, les technologies, les télécommunications. Donc, on est dans différents secteurs. Donc, il y a des opportunités aussi, c'est certain. En fait, un chiffre à retenir d'ici 2050, ça nous apparaît loin, là, mais c'est dans 25 ans. D'ici 2050, il y a 1 personne sur 4 qui va habiter sur le continent africain. Donc, je parlais des chiffres sur l'Asie, donc d'ici 2050. Donc, si vous n'avez pas dans vos stratégies d'affaires, là, quand on ne regarde pas ces marchés-là qui sont en forte croissance démographique, je pense qu'il faut l'avoir minimalement dans son plan moyen, long terme, de se dire, c'est des zones à tellement forte croissance, il faut l'avoir en tête. Question intéressante qu'on a eue de la part des participants, la communication avec les clients américains dans le contexte actuel. C'est quand même délicat, j'imagine. Comment on aborde la question des tarifs sans avoir l'air de porter de jugement, mais en même temps d'avoir une discussion franche? Oui, effectivement. Puis nous, on le fait aussi, hein? Donc, on est sur la route, on va voir aussi. Je pense que la meilleure stratégie pour parler avec vos amis, vos clients, vos partenaires américains, je pense que c'est de leur faire voir l'impact que ça aura aussi sur eux. Je pense qu'encore aujourd'hui, ça commence à changer, je dois dire, là, mais encore aujourd'hui, les entreprises américaines ont peut-être pas saisi l'impact qu'aurait sur eux des tarifs envers les importations canadiennes. Encore une fois, les économies sont tellement intégrées, les chaînes de valeur sont intégrées. Donc, je ne suis pas certaine que les entreprises américaines réalisent toujours l'impact rapide que ça aura sur leur coût de production à eux et sur leur sécurité de la chaîne d'approvisionnement, si je peux dire. Fait que je pense que c'est une des meilleures façons de l'aborder, c'est de dire, écoutez, ces tarifs-là, sans porter de jugement, c'est une décision, ils ont élu leur président, ils ont des enjeux qu'ils veulent régler avec ça, des priorités, mais c'est de dire, d'un point de vue strictement affaires, juste se rappeler que ces décisions-là auraient un impact des 2 côtés de la frontière. Et nous, c'est ce qu'on dit aussi aux entreprises américaines, par exemple, même celles qui sont établies au Québec, celles qu'on rencontre aux États-Unis, c'est de seulement sensibiliser les gens aux impacts des 2 côtés de ces décisions-là. Et comme je dis, de plus en plus, je commence à l'entendre un peu des entreprises américaines qui sont conscientisées à cet aspect-là. C'est important, mais disons que ça devient une réalité la semaine prochaine. Donc, disons que ça devient une réalité. On a commencé, nous autres, à approcher nos clients directement pour parler de ces taux-là. Et on a dû faire on va prendre un coup au niveau des marges, c'est sûr, mais on réussit à partager un peu. Bon, la faiblesse du dollar nous aide un peu. Donc, bon, malheureusement, j'ai encore beaucoup de matières premières qui viennent des États-Unis. Donc, ça a moins d'impact. Mais globalement, l'impact du dollar est quand même intéressant. Mais on doit sacrifier. Dans les discussions qu'on a eues avec de très gros clients, on absorbe, on essaie d'absorber carrément la moitié des tarifs à nos frais, là. Donc, il y aura un impact qui est quand même important. On a du Québec à peu près 200 millions en business direct aux États-Unis et puis
assurément, il y a des pertes de profits qui vont avoir à ce niveau-là, mais les gens vont pas prendre. Et c'est assez drôle parce qu'on a aussi des gens qui, un peu niaiseusement, des gens qui vivent plus des tarifs de l'acier, qui sont des gens qui vendent des vis. Ben, les Américains ne se sont pas gênés pour déjà annoncer des hausses de 20 de leur prix à partir de la mi-avril. Et malheureusement, cette sensibilité-là, on n'est pas de taille suffisante qui nous permet d'avoir cette indépendance-là dans notre approche. Donc, on doit prendre un hit au niveau des coûts. Malheureusement, c'est la réalité. Et malheureusement, pour certaines entreprises du Québec, ben, ça va être une réalité qui va être assez, si ça arrive, assez dure à prendre et certaines ne pourront pas le prendre. On a d'ailleurs une usine qui va être, sur lesquelles on se pose des questions qui est trop dépendante du marché américain et les marges sont pas suffisantes là, pour que ce soit facile, là. Donc, on va voir jusqu'à quel point on va devoir assumer des pertes dans certaines de nos usines, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Change de sujet. Question d'un de nos participants. Lorsque vous vous implantez dans un pays étranger, est-ce que le fait d'être une société étrangère vous amène des enjeux sur le plan du recrutement? C'est super facile. En fait, vous avez raison parce que beaucoup d'étrangers, peu importe le pays, veulent travailler pour des compagnies étrangères. En Chine, ça a été comme ça. Au Moyen-Orient aussi. Donc, le recrutement est beaucoup plus facile et les gens veulent ça. C'est un peu, dans certains cas, puis on a eu des gens de l'international qui sont venus travailler au Canada par la suite aussi. C'est un peu une porte vers la liberté aussi pour ces gens-là. Et les gens sont très fiers là, de travailler effectivement pour des compagnies internationales. Ça aide beaucoup. Le recrutement est beaucoup moins problématique. Alors, je pense que notre participante va être bien contente d'entendre ça. Marie-Ève, peut-être une question pour toi. Est-ce que dans le programme Panorama, on peut seulement faire appel aux services d'accompagnement? Oui, tout à fait. En fait, c'est des services qui sont offerts par Investissement Québec International, les services d'accompagnement, donc c'est-à-dire vraiment travailler avec les entreprises qui ont ce plan de match, cet engagement à vouloir aller vers les marchés d'exportation. Donc, c'est tous les services d'accompagnement. Donc, on parle encore une fois de validation de marché, intelligence d'affaires sur le terrain. Et puis, le service pour lequel on est, je pense, peut-être le plus connu, c'est le service de maillage. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on a un bon plan de match solide, on est sur un territoire, on comprend bien, on s'est fait un plan de match de qui sont vos clients typiques et à quelle entreprise on doit, étrangère, je veux dire, on doit aller cogner à la porte. Et donc, c'est là qu'on met aussi toute l'équipe en action à faire ce maillage-là, donc à prendre contact avec l'entreprise étrangère et dire bonjour, j'aimerais vous présenter, est-ce que vous êtes d'accord, on veut comprendre c'est quoi vos besoins et on aimerait trouver une façon de vous présenter des fournisseurs québécois qui, on le pense, pourraient être intéressants pour votre entreprise. Donc, c'est vraiment ce service-là de maillage qu'on fait. L'année passée, on a fait 9000 mises en relation pour les entreprises du Québec. Donc, 9000 mises en relation partout, Canada, international, d'ouvrir cette porte-là, puis après de vous donner la chance comme entreprise québécoise par la suite de faire votre pitch, si je peux le dire comme ça, pour voir proposer ce que vous avez à offrir à ces grands acheteurs ou donneurs d'ordre étrangers. J'enchaînerai avec une autre question. On arrive à la fin de notre événement, peut-être une ou deux dernières questions. Est-ce qu'il y a un niveau financier minimal de chiffre d'affaires, Marie-Ève, avant de pouvoir commencer à exporter? Il n'y a pas de recette magique, si je peux dire, mais Richard l'a mentionné aussi à quelques reprises. En fait, l'international, il faut se dire, et même le Canada, hein, même si on se parle de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, ce n'est pas des retombées immédiates. Donc, ce serait ça ma réponse. Il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum, mais quand même, il faut voir que c'est un investissement dans le temps. Donc, il faut avoir quand même la capacité financière de pouvoir soutenir ces démarches-là. On le dit, aller, passer du temps, peut-être même embaucher quelqu'un. Donc, on doit avoir la capacité de s'investir dans un marché. Donc, soit la stratégie, c'est pour une entreprise qui est peut-être pas la capacité financière, je pense que c'est souvent de choisir le bon marché, de commencer par là et de s'y investir versus tendre des perches à plusieurs marchés et se dire, bon, ben je vais voir qu'est-ce que je peux attraper, qu'est-ce qui mord. En général, nous, on veut vraiment travailler avec les entreprises, de se dire, on choisit le bon endroit, un ou deux, et on s'y investit. Mais donc, il n'y a pas de chiffre d'affaires minimum. Je pense que c'est une question vraiment d'avoir les capacités financières de pouvoir faire les démarches.
Richard, souhaitez-vous ajouter quelque chose sur la Ben, question? c'est une très bonne réponse, Marie-Ève, parce qu'effectivement, si on dit ça prend une personne, deux personnes sur place, ça prend des bureaux, donc on évite rapidement à un demi-million d'investissements si on veut commencer dans un pays, donc il faut avoir la capacité de le faire aussi, là. De le faire à distance, ça marche, mais pas tant. En fait, là, c'est juste si on veut se payer le luxe d'aller faire quelques voyages, ça va aussi. Mais il faut un minimum de une, deux personnes, puis des fois un petit peu plus, là. Fait qu'il faut avoir cette capacité financière-là de le faire. C'est une bonne réponse, Marianne. Dernière question. Peut-on réduire nos importations pour soutenir la fabrication canadienne de produits? Alors, définitivement, qu'il y a un potentiel là fort intéressant. Oui, tout à fait. Puis nous, j'ai parlé tout à l'heure de l'importance du marché canadien. Encore une fois, 100 milliards d'exportations sur les autres marchés. Puis ça, c'est un autre travail qu'on a fait. En fait, on a fait aussi la cartographie de l'ensemble des importations canadiennes en provenance des États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'on achète là, globalement? Qu'est-ce que les entreprises canadiennes achètent en provenance des États-Unis? On a fait l'analyse assez granulaire, produit par produit, pour voir qu'est-ce que nous, on produit au Québec dans ces catégories de produits-là. Donc, qu'est-ce qu'on fabrique? Et donc, on pourrait effectivement potentiellement remplacer des fournisseurs américains auprès de grandes entreprises canadiennes. Donc, on a fait ce travail-là de données pour comprendre justement qu'est-ce qu'on achète des États-Unis et est-ce qu'on a la capacité de production au Québec pour aller remplacer ces exportations-là. Et donc, après, on a aussi, comme j'ai mentionné, dans les services, on peut après ça faire les introductions, aller cogner à la porte de certaines entreprises, par exemple, je vais dire en Colombie-Britannique, de dire je me doute bien que vous importez beaucoup de ce type de produit-là, ce type de produit-là. On en fait aussi au Québec. Seriez-vous intéressé à rencontrer nos entreprises québécoises pour voir est-ce qu'on peut trouver une façon de travailler ensemble puis de vous proposer des produits québécois en remplacement de produits américains? Donc, définitivement, ça fait partie de la stratégie. Pour moi, c'est de la diversification de marché aussi, de voir comment nos entreprises québécoises peuvent s'insérer dans les chaînes de valeur canadienne, possiblement en remplacement d'importations en provenance des États-Unis. Et tous les gestes que chaque entreprise québécoise peut poser en cette matière, c'est-à-dire regarder à l'intérieur des produits, des intrants qu'on utilise, lesquels pourraient peut-être plutôt être tournés vers des fournisseurs canadiens québécois, c'est un geste qui peut avoir un impact définitif dans les prochains mois et prochaines années. Alors, je conclurai ici notre période de questions. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Marie-Ève. Votre échange a été vraiment très riche. C'est vraiment très intéressant, encore une fois, votre générosité, Richard, avoir partagé l'ensemble de votre expertise de plusieurs années sur les marchés étrangers avec tous les succès que vous avez. C'est certainement très instructif pour nos participants. Marie-Ève, toute ton expertise, celle de ton équipe aussi. Alors, merci vraiment beaucoup à vous deux. Vous avez apporté un éclairage très concret et je suis certaine que nos participants repartent avec des conseils qui leur seront très utiles. Évidemment, nos équipes d'experts, que ce soit celles de Marie-Ève en exportation, nos gens en innovation, nos experts en financement, évidemment, sont là pour vous. N'hésitez pas à faire appel à nous, que ce soit pour un produit spécifique ou uniquement pour en jaser, discuter de vos enjeux, de vos défis, de vos opportunités. On est vraiment là pour ça. On a parlé de Panorama et de Grand V. Vous avez une boîte à l'écran sur laquelle vous pouvez compléter une demande d'information et nos experts se feront un grand plaisir de vous revenir. Je retiens d'ailleurs de notre journée d'aujourd'hui deux sujets. Oui, la diversification des marchés, mais la productivité, d'où l'intérêt pour nous de vous reparler de Grand V, parce que sans productivité, on est beaucoup moins performant pour exporter à l'étranger. Alors, les deux vont vraiment de pair. Alors, merci à tous d'avoir été avec nous ce matin. Vous recevrez très bientôt un sondage qu'on est toujours très heureux que vous puissiez compléter. Également, l'enregistrement sera disponible dans les prochaines heures de l'événement d'aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager avec les équipes. La présentation aussi sera disponible, vous sera envoyée par courriel. Alors, suivez-nous sur nos réseaux sociaux pour bénéficier de nos conseils et vous suivre aussi tous les événements qu'on organise et dans lesquels nos experts participent. Merci encore d'avoir été présents ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci.